On va ouvrir la dernière session de ce colloque avec une table ronde autour du livre de Christian Salmon et plus généralement de ses engagements pour la littérature. Christian Salmon est écrivain et chercheur. C'est quelqu'un qui est très engagé pour la littérature, qui a été créateur de revues, d'institutions, et bien au-delà de l'espace français. Il a notamment fondé et animé pendant 10 ans, fondé en 1993 le Parlement des écrivains, qui était un dispositif en solidarité, en défense des écrivains persécutés, qui est à l'initiative des villes-refuges, donc une série de villes qui ont été définies comme des villes-refuges pour des écrivains soumis à la censure et à la persécution. C'est une entreprise qui a été notamment conduite aussi avec Pierre Bourdieu, avec Milan Kundera, avec Rushdie, avec des gens comme ça, et qui a donné lieu non seulement à cette initiative des villes-refuges, mais aussi à des enquêtes sur les nouvelles formes de censure ou de confiscation de la liberté. Donc c'est un sujet qui occupe depuis longtemps Christian Salmon. Engagé pour la littérature aussi dans des essais sur la censure et sur le récit, notamment un très beau livre intitulé Tombeau de la fiction qui est paru en 1999. Et puis bien sûr, Christian est célèbre pour ce livre paru en 2007, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Livre qui est passionnant à la fois pour sa charge critique, pour sa puissance de dénonciation, d'une sorte de confiscation du besoin de récit dans la société contemporaine. Livre qui est passionnant aussi peut-être, et c'est un aspect sur lequel on aura sans doute à revenir, pour les étranges lectures qui ont pu en être faites. Moi, j'ai été assez étonnée de voir que ce livre apparaît comme un classique de la communication. Et il semble qu'il y ait une grande résistance à en accepter la puissance critique. Récemment, dans les médias italiens, parce qu'il a été en quelque sorte approché par Matteo Renzi comme conseiller, en fait, en storytelling, Christian était présenté comme un gourou du storytelling. Et il me semble qu'il y a là, disons, dans la façon même dont ce livre est reçu à côté, reçu au contraire en pleine face comme une critique, quelque chose qui est très passionnant. Le storytelling a aussi fait l'objet d'un documentaire sur Canal+, qui scénarisait en quelque sorte le succès de ce livre, sa traduction en plus de 8 langues, je crois. Dans la lignée de cette charge critique que couvrait Storytelling, Christian Salmon a aussi publié un très beau livre qui élargit vers le domaine de la mode, mais donc aussi, c'est-à-dire des manières de paraître sur l'espace social et des façons, là encore, dont elles sont formatées et confisquées. Un livre sur Kate Moss, intitulé Kate Moss Machine, en 2010. Et puis C'est mon préféré. C'est ton préféré, celui auquel tu tiens le plus. Moi aussi, parce qu'en fait, il montre qu'autant que la notion de récit, la notion de style est confisquée par l'univers de la pub. Et que c'est donc à la fois nos façons de constituer nos identités narratives et nos manières de comparaître les uns pour les autres qui sont entièrement, transformé, oui, puis transformé en script, c'est-à-dire en quelque chose qui est une véritable négation de la question des formes. Donc voilà, donc on peut lire en parallèle ces deux objets-là, et on peut les lire en littéraire comme deux façons de prendre parti sur tout ce que peut être un récit, pour le meilleur et pour le pire, et tout ce que peut être un style, pour le meilleur et surtout pour le pire. Christian est aussi chroniqueur dans des quotidiens et dans des espaces disons, de grandes charges sociales et politiques, chroniqueur au Monde, à Mediapart. Je crois que c'est sur Mediapart notamment que tu avais donné un texte très très critique à l'égard de l'entreprise de Rosan Vallon. Oui. Et on y reviendra aussi, puisque ça va exactement dans le sens de ce que disait Raphaël Guidé tout à l'heure. Voilà, donner la parole, c'est pas si facile que ça. Il ne suffit pas de la donner pour que d'autres soient sujets de leur parole. Des chroniques donc au Monde, à Mediapart, qui ont notamment été rassemblées dans
rassemblés et poursuivis dans un recueil récent intitulé La cérémonie cannibale de la performance politique en 2013. Donc voilà, moi c'est mon collègue, enfin... c'est mon chef. C'est bon. Enfin, c'est le seul chef du labo avec qui je parle. Voilà, parce qu'il est dans une drôle de situation, justement, enfin, n'en parlons pas, mais qui manifeste aussi la tension entre ce qu'on attend des études littéraires ou esthétiques et des voix qui portent, en fait. Et, mais peut-être j'aimerais bien, juste pour commencer, revenir sur cette étrange façon de se représenter storytelling comme un classique de la communication et de te solliciter souvent comme un conseiller en storytelling, alors que le livre est si clairement, si évidemment, si manifestement un parti pris critique et même destructeur, enfin, de ce nouvel ordre narratif. Oui, merci. Merci à tous. J'ai passé depuis hier vraiment entendu des choses formidables. Je dirai jamais assez merci aux deux organisatrices du colloque, parce que vraiment ce colloque comble mes attentes. Je me suis senti depuis la parution du livre un peu seul à répondre à des objections sur cette contre-narration, à des injonctions. Alors c'est quoi cette contre-narration, voilà. Et là d'un coup de voir qu'il y avait beaucoup de travaux qui en tout cas interrogeaient cette notion, ça me rend très heureux. Maintenant, Marielle, tu as raison de pointer cette chose-là, parce que je pense que s'il y avait un autre colloque à organiser, ça serait sur la réception en toute modestie, sur la réception de storytelling. Trop tard. Parce que c'est c'est vraiment un phénomène très très particulier qui m'a beaucoup surpris. Bon, le succès, je m'en suis pas plaint, à vrai dire, mais en vérité, il y a eu le livre a joué le rôle d'un passeur. C'est-à-dire des choses, c'est des pratiques qui étaient très très présentes, très organisées, très diffusées aux États-Unis, ne l'étaient pas encore en Europe. Et à la faveur de ce livre, eh bien, elles ont explosé véritablement. Création de formations storytelling, agences de storytelling, la communication politique en France, en Espagne et en Italie, surtout, c'est les trois pays où le livre a été un best-seller. Tout le monde s'est formé au storytelling, et maintenant on a un Matteo Renzi qui déclare la première réforme à accomplir en Italie, c'est de changer le storytelling de l'Italie. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus seulement dans la communication politique. Changer le storytelling d'un pays, c'est une réforme à adopter. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte de pensée magique. Voilà. Un des aspects les plus drôles de cette histoire avec l'Italie, c'est que j'avais été invité dans une école qui est à Turin, qui s'appelle la Scuola Holden, qui est une école fondée par Alessandro Baricco. Baricco était un des premiers lecteurs du livre en français, parce qu'il vit souvent à Paris. Et donc il m'avait invité à son école pour parler au collectif d'enseignants une journée et au collectif d'étudiants le lendemain. Parmi ces étudiants, il y avait une étudiante qui a été très intéressée par le sujet, et qui, quelques années plus tard, que j'ai retrouvé tout à fait par hasard, quelques années plus tard, l'année dernière, lorsque je faisais une analyse, une enquête sur Matteo Renzi et son storytelling pour Mediapart, eh bien, elle était devenue la storyteller donc elle avait mal compris ma leçon, elle était devenue la storyteller de Renzi. Voilà. Alors c'est très bizarre comment ce virus s'est répandu. De fait, la charge critique a été complètement oubliée, ou ça c'est la partie gauchiste du livre. On a aussi complètement évacué la dimension qui porte sur la révolution néolibérale, qui joue un rôle très important à mon avis dans le développement de ces pratiques et de ces usages. Et voilà, donc je pense qu'il y a un travail sociologique vraiment à faire sur Alors après, en France,
Arnaud Montebourg m'a appelé tout de suite après l'apparition du livre. J'ai été amené à participer à des discussions sur qu'est-ce qu'un récit de gauche. Enfin, et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de ce à quoi je ne réponds pas, parce que je ne comprends pas que la politique, c'est pas du storytelling, justement. Il s'agirait d'avoir un programme et une stratégie et des actions, et pas seulement un discours, un narratif. Mais c'est effectivement, pour quelques années, moi je pense que il y a un livre que tu n'as pas cité qui est traduit en Italie en ce moment, qui s'appelle La cérémonie cannibale, qui était le livre que j'ai consacré à la politique, où je pense qu'on est en train d'atteindre un point un déclin. Je dis souvent, le storytelling est le signe bavard du déclin de la politique, ou même ses cendres. Je pense qu'il y a je ne sais plus qui me disait ça l'autre jour, j'étais en Italie le week-end dernier, et les gens disaient maintenant, quand Renzi parle de storytelling, tout le monde décode. Donc c'est devenu inefficace. Donc il continue par la surenchère, et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que cette abondance de récits, on l'a vu sous Sarkozy, on a vu les effets de cette abondance de récits, de cette multiplication de récits contradictoires, au cours de ces 5 années, aussi bien en ce qui concerne ces récits de vie personnelle ou les récits politiques, ces engagements, ça produit ce que je dis souvent, une sorte d'inflation narrative qui, comme l'inflation monétaire, aboutit à décrédibiliser le narrateur. Donc c'est un peu la figure du unreliable narrator, qui est bien connu des narratologues, qui s'impose et qui produit cette chose très intéressante qui est la spirale du discrédit. C'est-à-dire que plus on est discrédité comme narrateur, plus on a tendance à raconter d'histoires, et ainsi de suite. De même avec la puissance d'agir qui se perd et qui produit cette figure paradoxale du volontarisme impuissant. C'est-à-dire que moins vous avez de levier pour gouverner, puisque la figure de la souveraineté a tendance à se dissoudre aussi bien au niveau des marchés financiers qu'au niveau des structures transnationales comme l'Union européenne. Eh bien, ça produit cette forme paradoxale qu'on a vue chez Sarkozy, qu'on voit beaucoup chez Valls aussi, qui est de moins vous avez de pouvoir, plus vous avez de volontarisme. Et donc l'affirmation accentuée de ce volontarisme impuissant finit par aussi accélérer cette spirale du discrédit. Voilà, on peut arrêter là pour pas trop... Je pense qu'on peut commencer par une question de Judy. Moi j'aurais une question, mais je pense que ça tombe bien, qui est très liée à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que moi je me suis demandé si l'un des effets du storytelling, c'était pas que les gens croient au storytelling, mais que justement ils n'y croient plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas un public, ou des lecteurs ou des auditeurs naïfs, justement, il faut leur prêter justement une capacité critique, mais qui fait que du coup le danger c'est pas de croire au storytelling, mais de discréditer toute forme de récit, et donc du coup d'affecter toute forme d'émancipation politique. Alors pour en revenir toute forme de croyance, en tout cas, de foi en une forme d'émancipation politique. Et je me demandais si le projet de Rosan Vallon, alors là c'est votre avis qui m'intéresse, mais je me demandais si c'était pas une sorte de symptôme justement parce que ça me semble faire entendre des voix individuelles, éclatées, mais sans ambitions de ressaisie globale. Enfin voilà, il y a un moment, le collectif doit se poser, et je me demande si c'est pas aussi un des effets justement de ce storytelling. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien. Bon, dans le cadre Rosan Vallon, moi j'ai dit brièvement, j'avais à dire sur mon blog, un projet storytelling intégré, c'est-à-dire que au fond, si on considère que la parole politique est discrédité, que le narrateur politique est peu fiable, le projet de Parlement des Invisibles, c'est comme ça que les médias l'ont accueilli en applaudissant. Le projet de Parlement des Invisibles, c'est une sorte de banque du crédit, quoi. Il s'agit de recharger le crédit des hommes politiques en puisant comme ça dans cette espèce de parole vierge, naïve et désarmée. Voilà.
Donc effectivement, ça contribue, comme le reste dont je parlais, à accentuer le discrédit. Parce que là, pour le coup, il y a une articulation. Bon, il faudrait interroger la figure des invisibles, déjà, qui est une figure beaucoup utilisée par les droites en ce moment. Il y a la figure aussi du Parlement des invisibles. Qu'est-ce que c'est que ce Parlement qui vous autorise simplement à poster des lettres sur un site internet, des textes sur un site internet, et dont on rehausse le capital symbolique en faisant appel à quelques pauvres écrivains perdus qui n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait, comme cette pauvre Annie Ernaux, qu'on aime tous, mais qui là, en l'occurrence, est un peu fourvoyée. Mais il n'y a pas Enfin, c'est surtout, je trouve, l'idée qu'au fond, l'expérience, on peut l'appréhender à main nue. Sans forme, sans style, sans travail de construction. Ce que disait l'intervention de monsieur ce matin était très intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a... écrire, c'est pas raconter des histoires, c'est construire des opérateurs, c'est faire des transformations. Ce matin, dans le RER, j'ai tweeté avec enthousiasme, en parlant du colloque, on déplace, on dénote, on contre-narre, enfin, il y en a une dizaine comme ça, vous les verrez. Mais c'est ça, c'est un travail structural, c'est pas un travail d'expression. Et là, on rejoint tout le problème aussi avec l'affaire Charlie. Moi, je suis atterré parce qu'on avait créé le Parlement des écrivains au moment de l'affaire Rushdie à Strasbourg, en expliquant qu'il ne fallait pas défendre Rushdie au nom de la liberté d'expression, mais au nom de ce travail complexe, contradictoire, qui est l'espace de la fiction. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il était accusé de blasphème non pas parce qu'il avait fait une caricature comme dans Charlie Hebdo, mais parce que un des personnages du roman qui rêvait la nuit, et il rêvait d'un film, et dans ce film il y avait des acteurs, et ces acteurs ou des actrices qui portaient des prénoms des femmes du prophète. Vous voyez, les médiations étaient très nombreuses pour faire comprendre que... Et puis il a suffi que le titre Les versets sataniques soit lancé dans l'espace public à l'ère d'Internet, et des médias mondialisés, pour que les versets sataniques deviennent un livre satanique et agité par quelques fondamentalistes, se traduisent par une fatwa, parce que ce jour-là, l'imam Khomeini regardait la télévision. Donc là, on a un problème, c'est que... Et là, toutes les bonnes âmes, tous les idéalistes, tous les humanistes des ONG ont crié l'atteinte à la liberté d'expression. Donc on avait créé le Parlement des écrivains pour dire que ce n'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème de liberté de création. Il s'agit de droit à la fiction et non pas de droit à l'expression. Et il s'agit de ce que Derrida, qui était un des membres importants du Parlement, appelait le droit à la littérature. Avec ce magnifique texte qu'il a écrit quand on a lancé le projet des villes-refuges, qui s'intitulait « Cosmopolite de tous les pays, encore un effort ». Alors, l'idée, c'était au fond que, je vais faire bref, parce que sinon je vous retiens jusqu'à ce soir sur ce sujet, mais l'idée au fond, c'est que l'espace littéraire, pour parler simplement, est un espace qui doit être protégé comme tel, parce que s'y jouent des opérations minoritaires, évidemment, des opérations de déplacement du sens, quelque chose de ce qui échappe, je ne dirais pas ce qui contredit, je ne dis pas même ce qui combat. Qu'est-ce que combattait Kafka ? Et pourtant, il se définissait comme un guerrier en disant je suis sur la première liste de l'ennemi. L'histoire militaire, des gens comme ça les appellent des natures de soldats. Vous pouvez chercher dans Kafka où est l'ennemi, c'est très difficile de le cerner. Pour répondre à mademoiselle qui parlait ce matin de ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'on parle de contre-narration ou de contre-récit dans le sens d'un affrontement, mais c'est une guerre du plus faible au plus fort, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre de la pensée des armées, c'est une guerre de l'imaginaire, appelez ça comme vous voulez, mais il ne s'agit pas et mon livre était une réaction à ça, parce que quand j'ai compris à quel point les machines de narration qui se mettaient en place, et on le voit tous les jours maintenant, vous prenez la situation de la Grèce et le combat des Grecs contre l'Union européenne, j'ai fait un article là-dessus dans Mediapart, c'est une guerre des récits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on vit dans un espace qui est un espace contradictoire, polémique,
où des récits affrontent d'autres récits, où chacun d'entre nous se comporte sur les réseaux sociaux comme un narrateur ou un contre-narrateur. La question, c'est qu'est-ce qui se joue dans cette narrativisation, je dirais, des différences, des conflits, des positionnements personnels. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas aujourd'hui ce que vous pensez, on ne vous demande pas ce à quoi vous rêvez, on vous demande quelle est ton histoire. Et il faut s'avancer dans la société avec une histoire. Je relisais hier soir le petit texte auquel je reviens souvent de Deleuze avec Claire Parnet, les dialogues. Et c'est marrant, j'ai retrouvé, je ne l'ai pas là, mais il dit à un moment donné, ce qui est important, c'est pas ton histoire, justement. Donc, je ne sais plus à quelle question je répondais là, pardon. Ça va pour le moment? Elle parlait du risque de discrédit de tout. Ah oui, voilà. Alors, non, je te rassure, je pense que si ça discrédite le récit, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce qu'on a oublié une chose, c'est que la littérature, pour garder cette chose, mais moi, je propose qu'on arrête de parler de la littérature. Ça serait bien qu'on parle de pratique, de discursive, c'est un peu plus compliqué, mais de gestes artistiques. Moi, j'en ai ras-le-bol de la littérature. Après avoir fait 15 ans de Parlement, la figure de l'écrivain institué, je les ai vus à l'œuvre, le capital symbolique qui se traîne et qui se combat pour... voilà. Bon, et en France, on a la classe littéraire la pire, je dirais. Oui, qui écrit aujourd'hui, c'est plus Boucheron que ces écrivains qui concourent pour le Goncourt. Alors, la question du récit, on oublie une chose, c'est que au fond, pour moi, à mes yeux, ma bibliothèque idéale, mes compagnons de route, de Cervantes à Don DeLillo, de Don Quichotte à Don DeLillo, en passant par Flaubert, Beckett, évidemment, plein d'autres. Kundera. On oublie une chose, oui, ça n'a pas été dit dans ce colloque, mais vous savez, prenez le rideau de Kundera que j'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a un chapitre qui s'appelle « La tyrannie de la story ». Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans? La tyrannie de la story, il dit, au fond, le roman, lui il appelle ça le roman des temps modernes, s'est constitué en polémique avec la story. Il cite Sterne, il cite Fielding, en disant c'est à partir du moment où le roman se détache de la story, c'est-à-dire comprend que la story est un piège, la story est une tyrannie, avec un milieu, un début, une fin, que la digression apparaît, que le jeu textuel sur la page, pour parler de Sterne, que la digression s'empare, que l'ironie ridiculise toute séquence, toute séquence, oui, je cherche le mot de Deleuze là-dessus, qu'il utilise dans l'histoire du cinéma, peu importe, c'est à ce moment-là qu'apparaît quelque chose dans les... non pas dans les enchaînements, mais dans les intervalles. La littérature creuse des intervalles. Elle n'enchaîne pas des actes et des perceptions. Et moi, je crois que de ce point de vue-là, c'est évident pour Cervantes, repenser... justement, c'est un des effets paradoxaux de la réception de storytelling, c'est qu'un des opposants à l'intérieur du Parti démocrate de Renzi, qui vient de quitter le parti, l'a quitté en citant la dernière phrase de Don Quichotte de Cervantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je ne m'en souviens pas de mémoire, mais en gros il s'est dit « je n'ai pas eu d'autre ambition que de ridiculiser le storytelling », pour aller vite, c'est un peu ça qu'il dit. Et qu'est-ce que c'est que le roman de chevalerie? Sinon un ensemble de prescriptions, de valeurs, de comportements
comment tu as dit, prescrits et prescripts qui sont imposés. Et brusquement, chez l'homme aigri, amer, déçu et vaincu qu'est Cervantes, surgit le grand éclat de rire devant cette société qu'il n'a pas intégrée et qu'il rejette, et l'envie de s'en moquer. Chez Flaubert, quand ce pauvre Flaubert... ça correspond à chaque fois quand même avec des révolutions, j'ai oublié de dire, c'est très important, hein, avec ce qu'on peut appeler des révolutions du storytelling, des révolutions technologiques du storytelling, c'est-à-dire de la diffusion, de la fabrication, que ce soit l'imprimerie, Internet, tout ça, c'est bien ça. Hein, donc Flaubert écrit Madame Bovary, désespérant de pouvoir écrire La Tentation de Saint-Antoine, et c'est un fait divers. Il est accablé par cette pauvre femme qui a adopté, qui subit la conduite des conduites, qui épouse le comportement. Je sais que tu n'es pas d'accord là-dessus, mais c'est un autre débat. Enfin bref. On peut, comme ça, dire que toute entreprise, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que la littérature serait un contre-récit, contre le pouvoir, etc. Moi, j'aurais tendance à dire, je vais vous parler de manière très instinctive, pas du tout intello, simple, qu'il y a dans l'humanité une sorte de sursaut qui apparaît à certains moments, devant trop de bêtises, trop d'amoncellement de stéréotypes, etc. Il y a quelque chose de... C'est Gogol dans la Russie tsariste, il y a un besoin de rire, il y a un besoin de ridiculiser ces prescriptions qui s'imposent, et c'est ça, c'est-à-dire que le roman n'existe que pour ça. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les narratologues. Ils peuvent scruter la forme romanesque, le nombre de pages, les paragraphes, les alignements, les intrigues et les types de récits et de déductions. Le roman échappe à toutes ces grilles. Je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, ceux dont on parle, en tout cas, depuis 3 jours ici, échappent à ces grilles formelles. Oui et non, si je peux. Est-ce que c'est pas même dans une réflexion un peu patente sur ce que c'est qu'un récit? Parce que l'un des effets du livre, c'est de laisser comprendre qu'il y a récit et récit, qu'il y a fiction et fiction, qu'il y a des récits qui sont des scripts et qu'il y a des récits qui sont tournés vers à la fois une exploration du passé, une exploration du possible. Que le storytelling, c'est pas l'art du récit, en gros, et que sa puissance repose sur une homonymie dans la langue anglaise entre ce que c'est qu'affûter l'art de raconter et l'exercice du storytelling. Et donc moi, j'attends quand même quelque chose des narratologues qui serait précisément qu'ils affûtent cette affaire du récit pour la rouvrir à sa conflictualité intérieure. Voilà, le récit, il n'y a pas un concept unique de récit, il y a une nécessité d'aller plus avant dans la définition de ce que c'est qu'un récit pour savoir ce que c'est qu'une histoire qui compte versus une histoire qui... le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est celui de script, justement, c'est-à-dire un engrenage narratif qui est aussi une espèce d'opérateur de réduction d'ambiguïté, enfin tout ce qui permettrait d'essayer d'approcher cette idée qu'il y a des récits qui ne sont pas des récits. Enfin, il y a des façons de disposer une histoire dans le temps qui, précisément occupées à exercer leur force, manquent de puissance. Et donc quand même il y a un travail de littéraire à faire là-dedans, c'est-à-dire un travail de discrimination aussi, de jugement, de déclaration de valeur, pour dire il y a des récits qui importent et puis il y a des saccages du besoin narratif. Où est-ce que je me trompe? Non, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Quand je pointe le travail de la narratologie, c'est ce travail un peu qui vient du structuralisme, hein, et auquel aussi bien Deleuze que Foucault, à un moment donné, ont voulu échapper. Mais il y a un travail, je pense, à faire sur... il faudrait faire aussi, il y a tout un travail d'enquête à faire sur la réception. Il y a un autre travail d'enquête qui est en amont de storytelling, c'est-à-dire
comment l'archéologie du storytelling aux États-Unis. C'est j'ai quelques idées comme ça, mais j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais ça vient de France. Et ça vient bizarrement de notre laboratoire. Et ça vient de Barthes, en fait. Enfin, oui. d'une lecture de Barthes. C'est ça. Enfin, ça vient de Barthes et de l'introduction à l'analyse structurale des récits. Le livre, c'était Communication, hein, la revue Communication, avec des textes de Genette, etc. Bon, c'est-à-dire les tout débuts de la narratologie. Le mot a été créé par Todorov, qui est aussi un des anciens directeurs du CRAL. Donc de ce petit laboratoire à l'époque très passionnant et très vivant, qui passait complètement inaperçu en France, a transité, est parti aux États-Unis, a bénéficié du succès de la French Theory, a été traduit, et il y aurait un travail à faire de suivre cette épidémie de cette narratologie naissante à travers les départements américains, où en gros on passe des études littéraires aux sciences humaines, des sciences humaines aux sciences sociales. Dans les sciences sociales, qu'est-ce qui paye aux États-Unis? C'est les sciences de l'organisation, c'est le management, le marketing, etc. On s'empare de ça. Et ce long cheminement débouche à la fin des années 80, croisant la crise du Fordisme et le fait que dans les entreprises, on ne sait plus pour quoi on travaille, avec qui et pour combien de temps. Eh bien, naît le storytelling management, c'est-à-dire qui remplace la vie au travail par le récit des dirigeants, etc. Mais du coup, pour répondre à ta question, je ne m'en éloigne pas, du coup, ce qui est passé du récit, c'est quelque chose de très formel. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis la narratologie, il faut distinguer. Barthes s'est amusé avec un très bel article. Il n'y a pas de peuple sans récit. Enfin, vous le connaissez tous par cœur, j'imagine. Puis il s'est arrêté là. Il est passé à des choses plus sérieuses. Par contre, d'autres ont pris au sérieux cette idée d'une science des récits. Je ne parle pas des études littéraires en général, je pense que... Mais cette idée d'une science du récit, le récit serait un continent nouveau d'une science à inventer, et passer sous sa forme la plus prescriptrice, la plus... par exemple, les traces, c'est Greimas. Qui passe aux États-Unis. On retient du récit l'idée de schéma actentiel, et ça, maintenant ça s'aggrave de plus en plus avec les sciences cognitives, les neurosciences, le mariage storytelling-neurosciences, où là, il n'est retenu du récit que ce qui peut être prescriptif, ce que Foucault appelait la conduite des conduites. Donc, que ce modèle-là inspire les hommes politiques, les managers, les marketeurs, qui, par exemple, un concept fondamental dans le management, c'est les expériences tracées. L'objet du storytelling management, c'est de tracer les expériences. Alors, pour aller vite, et tout ça se légitime de la valeur, comme tu dis, de la littérature ou de l'art en général, s'appuie sur... Mais quoi de plus charmant qu'une histoire qu'on raconte aux enfants, c'est-à-dire de pratiques anthropologiques et historiques, peut se flirter un peu avec l'image du conteur créole et de la nuit de la résistance des esclaves. Enfin bref, vous voyez, il y a un storytelling du storytelling qui fonctionne très bien. Et on oublie au passage qui ne se fonde que sur, par exemple, le côté... la dimension fabulatrice au sens des fables, la couche un peu éducative qu'on peut trouver dans le récit, et c'est très bien comme ça, moi j'ai rien contre. Sauf qu'avec la révolution d'Internet et la multiplication de ces machines de narration, ça devient une sorte, c'est pour ça que je parlais de nouvel ordre narratif en pensant très fortement à la leçon inaugurale de Foucault, l'ordre du discours, parce que, allez, en deux mots très vite, entre la conférence inaugurale au Collège de France de Foucault et le premier volume de l'histoire de la sexualité, la volonté de savoir,
Mais il y a une grosse différence, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme qui, moi, m'a inspiré beaucoup, parce que dans la conférence inaugurale, il s'agit de faire un peu le repérage, la cartographie des interdits de langage, qui vont des interdits les plus, enfin, des transgressions les plus explicites, comme le blasphème, jusqu'à des transgressions beaucoup plus complexes à saisir, que Foucault appelle le libre jeu des formes et des langages. C'est-à-dire une certaine manière de jouer à l'intérieur de la langue, que ça soit écrire dans une langue étrangère, comme dit Proust, et des formes, eh bien ça produit des déplacements qui menacent des styles de vie, des formes de pouvoir, etc. Donc là, c'est la conférence inaugurale, on est quand même dans la cartographie des interdits de langage. Dans la volonté de savoir, il change son fusil d'épaule, et en gros, et c'est moi à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter le Parlement pour faire ce même changement de paradigme. Il dit, mais au fond, la censure, c'est pas forcément l'interdit, c'est pas l'exclusion des discours, c'est l'injonction au discours. Or, c'est bizarre, relisez le texte, il est magnifique, le petit texte, la volonté de savoir. Quand vous regardez de près, il ne s'agit pas d'injonction au discours, il s'agit d'injonction au récit, en l'occurrence de récit sur le sexe. Comment la religion, la psychanalyse, différentes instances nous convoquent et nous interpellent pour que nous mettions en forme notre expérience sous la forme d'un récit. Eh bien, si vous regardez, je le disais dans le livre déjà, les blogs, c'est une énorme mondiale injonction au récit, puisque 80% des blogs sont des blogs narratifs. Il suffit de regarder n'importe quelle publicité aujourd'hui, vous voyez bien qu'on ne veut plus vous fourguer un produit, mais vous inviter à vous intégrer dans une histoire collective, et que le lien entre vous et une marque qui est même plus un produit, qui est une marque, qui est une sorte de grand livre, oui, une sorte de grand livre qui intègre toutes sortes d'accessoires, mais l'essentiel étant que la connexion avec cette marque, elle est du même ordre que la connexion qu'un narrateur établit avec un lecteur, sachant que c'est la seule manière aujourd'hui de fidéliser un lien. C'est pas l'attachement à un produit, mais c'est l'inscription dans une histoire. Ce que moi j'appelle les engrenages narratifs, dans lesquels on est pris et dont on ne sort pas. Voilà. Ceci dit, j'ai encore oublié la question. Non, mais elle était... Oui. C'était fini, ça s'arrêtait là, non ? Oui. On peut peut-être laisser Je suis persuadée que dans le public, il y a des questions. C'est là que ça se gâte. Gianluigi Simonetti. Il faut le micro. Deux petites questions sollicitées par vos souvenirs d'Italie. Vous avez évoqué Baricco et son école Holden et Matteo Renzi notamment. Alors deux questions, l'une littéraire, l'autre politique. Baricco, je vous rappelle, il a fondé il y a 20 ans déjà cette école Holden, qui était au principe et qui a été pendant longtemps une école d'écriture créative. Donc, une école de ce qu'on appelle écriture créative, ouais. C'est-à-dire en gros écriture littéraire, mais aussi créative au sens large. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques mois, le statut de cette école a changé, et même physiquement changé le panneau de l'école, qui n'est plus justement une école de littérature créative, d'écriture créative, mais qui est devenue une école de storytelling and performing arts. Alors, corporate storytelling. Ouais. Alors, je ne répète pas ce que j'ai déjà dit le premier jour pendant mon intervention, mais je juste vous demande votre interprétation de ce passage qui ne me semble pas anodin, dans la direction que, tandis qu'on s'interroge, nous, sur les contre-récits littéraires, la résistance au storytelling du pouvoir, etc., j'ai l'impression qu'il y a plutôt le phénomène opposé qui s'installe, c'est-à-dire une storytellingisation d'un certain type au moins d'écriture, de pratique discursive et de littérature même. Deuxième question politique rapidement. Renzi, je ne suis pas un expert, mais un citoyen, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouveauté, il y a quand même des nouvelles avec Renzi sur le plan du storytelling politique. C'est-à-dire, il n'est surtout pas le premier à faire du storytelling politique en Italie. On a eu un très bon exemple de storytelling politique en Italie avant, avec Berlusconi. Il est peut-être le premier
et là je demande votre avis encore une fois, à faire de la mise en abîme du storytelling. C'est-à-dire, là où Berlusconi faisait du storytelling sans parler du storytelling, on va avec Renzi qu'il théorise le storytelling pendant qu'il fait du storytelling. D'où la mise en abîme du concept même du storytelling. Et ça, c'est quelque chose d'assez inouï pour ceux qui je sache, même par rapport à la France peut-être, parce que même Sarkozy, on ne voyait pas la théorie. Enfin, on devinait peut-être la théorie, mais ce n'était pas lui qui l'a développée sous les yeux des citoyens, justement. Voilà, merci. Oui, ben c'est très intéressant, c'est exactement ça. Sur le changement de nom de l'école, c'est plus qu'un changement de nom, parce que moi j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Baricco. On voit bien que quand même il y a une dimension polémique dans notre histoire. Hein. Je dis bien que c'est pas contre le pouvoir, contre ceci, mais là quand même, il a été un des premiers lecteurs de storytelling. Il était tout à fait stupéfait parce qu'ils ont créé cette école dans les années 80. L'école, en fait, était au départ c'était pas une école d'écriture, même pas d'écriture. Leur idée, c'était de former des narrateurs. C'est vraiment l'objet de cette création d'école, c'était une école de narration. Et donc, quand il a découvert avec mon livre que finalement, ce qu'il croyait très original, entre-temps, c'était très banalisé, on a beaucoup parlé de ça, et justement sur la distinction à faire entre les deux. Mais on voit bien quand même que les injonctions et les espaces qui s'ouvrent à un moment donné dans une société, je suppose que si, ayant été très bien informé, ayant discuté pendant 48 heures là-dessus, finalement j'ai vu que ça devient un corporate storytelling, c'est qu'il y a des étudiants qui veulent travailler là-dedans, il y a des sponsors qui sont prêts à financer ce genre de choses, et que donc la distinction qu'on essaie d'établir depuis 3 jours va être de plus en plus masquée, et du coup on déménage, les locaux ont triplé de volume, etc. etc. D'ailleurs, le lien avec la deuxième question que vous avez posée sur Renzi se fait parce que Alessandro Baricco a été pressenti comme ministre de la Culture par Matteo Renzi, qui a suivi toutes ces histoires de très près, qui a fait toute sa campagne pour les primaires du Parti démocrate, auparavant pour les élections européennes, en faisant du storytelling, non pas seulement une technique de communication, mais je dirais une sorte de mantra. C'est-à-dire c'était le mantra de la nouveauté, c'est le mantra de la jeunesse, c'est le mantra du futur. Dans tous ces meetings, c'est ce que nous cherchons, c'est le futur. Nous allons construire le futur, etc. Il est allé même, on va dire à quel point jusqu'à mettre en scène, en face du siège du gouvernement à Rome, il y a une librairie Feltrinelli, et il s'est rendu à la librairie Feltrinelli et il a acheté mon livre, pas celui-là, mais celui qui vient de paraître, là, la cérémonie cannibale, que les Italiens dont ils ont changé le titre et qui est devenu la politique à l'ère du storytelling. Hein. Et il a acheté, il a communiqué là-dessus pour montrer qu'il était un expert de cette chose-là. Voilà. Mais le fait est que ça demande de sortir un peu des études littéraires pour comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, je le vois en France comme en Espagne d'ailleurs, c'est la question de la souveraineté. C'est-à-dire que je pense que ce qui se passe depuis les années 80, sous l'effet de la révolution néolibérale, les grandes tendances de l'explosion d'Internet, du changement de la communication, des chaînes d'infos en continu, c'est que des choses latentes sont devenues très visibles, d'autres sont devenues invisibles. La souveraineté de chefs d'État comme François Hollande est relativisée d'abord par la mondialisation, ensuite par comme on le voit depuis 2 ans, par la soi-disant construction européenne. C'est-à-dire que les piliers de la souveraineté et de la représentation politique, qui étaient le contrôle du territoire et le contrôle de la monnaie, se sont effondrés. C'est-à-dire qu'on a maintenant des hommes politiques
Là, je pense à Louis Marin, Le Portrait du roi. C'est une chose c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que le Portrait du roi, c'est au fond le prolongement de la puissance d'agir. Le roi a une puissance d'agir effective, il contrôle le territoire, il a la monnaie, sa silhouette est imprimée sur les monnaies. Il ne peut pas contrôler ses citoyens 24 heures sur 24 et en permanence. Et donc c'est là que le dispositif de représentation est une sorte de relais de la puissance d'agir. Il y a les portraits du roi, il y a des cérémonies d'investiture, il y a des apparitions, il y a des rituels, il y a des étiquettes, etc. Donc l'idée, c'est qu'au fond, entre la puissance effective d'agir, qui est le sens du politique, et le dispositif de représentation, les deux choses sont articulées. L'une se substitue à l'autre et inversement. Quand ce couple-là est brisé, vous avez d'un côté des pouvoirs sans représentation et des représentations sans pouvoir. Vous avez des pouvoirs sans visage, Bruxelles, les marchés, les agences de notation. Vous avez des visages sans pouvoir, Hollande, Berlusconi, etc. Donc, si on ajoute à cela la tendance à l'hyper-visibilité des hommes politiques, c'est-à-dire que cette légitimité qui ne puise pas dans la puissance d'agir, cette légitimité, cette crédibilité, ils vont la puiser dans la présence médiatique. Et donc se crée un phénomène, un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous apparaissez, plus vous disparaissez. Et on voit le turnover des chefs d'État, c'est de plus en plus rapide. La courbe de popularité, ce qu'on appelait avant l'état de grâce, s'effondre très, très vite. Renzi, qui bénéficiait d'une popularité énorme, a vu ses cotes de popularité s'effondrer en quelques semaines. Donc la question est là, c'est-à-dire que le storytelling est au fond le moyen de capter les attentions, de raconter des histoires, de jouer des rôles, de convoquer des faux débats, en fait, et de maintenir une crédibilité qui s'effondre. Mademoiselle voulait poser une question aussi ? Ah bon ? Là, une question. Oh, pardon. Il y a Xavier Garnier qui... C'est pour continuer dans cette direction et pour reprendre la question de la décrédibilisation par rapport au récit et jusqu'où ça peut aller. Et effectivement, ça ne résoudra pas le problème. Les gens croient pas au récit. Alors, je reviens toujours sur le continent, le troisième continent, le continent africain, mais Mobutu Sese au Zaïre, vraiment le storyteller par excellence. Et les gens l'ont reconduit longtemps et adorait ces histoires et entrait dans ces histoires. Il a fait toute sa jeunesse, depuis son enfance, était sans arrêt, il revenait là-dedans. Et en même temps, il était totalement décrédibilisé. Et dès qu'il y avait une menace, un moment de pseudo-élection, les chars étaient partout. Donc les gens savaient très bien que de toute façon, ce pouvoir, il tenait sur la violence politique, sur la police, sur l'armée. Il me semble que ce que vous venez de dire là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que les figures de représentation, elles n'ont plus le pouvoir. Effectivement, c'est ailleurs. Par contre, on voit en même temps que le storytelling, on voit la violence policière, on voit la présence policière, etc. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est intéressant à creuser. Parce que qu'est-ce que c'est le récit ? Pourquoi les gens, même s'ils n'y croient pas, ils adhèrent quand même ? C'est que le récit, c'est l'alternative, c'est la sécurité. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on n'y croit pas, mais dedans, il y a un récit. Et puis, donc, on reconduit les Balkany. Je ne sais pas s'il fait du storytelling, lui, mais enfin... Parce que là-dedans, si je ne suis pas dedans, je vais faire face à la violence. Alors je cite Sonny Laboutancy, un écrivain que j'adore, hein, qui dit « J'invente un poste de peur dans ce monde qui fout le camp ». Sa littérature, qui est pleine de fabulations, etc., est directement connectée sur la peur, sur l'insécurité. C'est un nouveau paradigme qu'on pourrait introduire, mais cette idée que, alors non pas contre-récit, mais une autre façon d'affronter le storytelling sécurisant, décrédibilisé mais sécurisant, c'est d'inventer un récit qui soit greffé sur la peur. On parlait hier de la question de la sorcellerie, c'est ça. Les récits de sorcellerie sont des récits qui sont directement connectés sur des figures de terreur et de peur. Fanon qui dit ça sur les... je pense que c'est une extension pour dire jusqu'où ça peut aller dans la décrédibilisation. Effectivement, ça peut générer des formes de récits qui soient autres, mais le prix à payer... c'est d'affronter une insécurité, ce qui peut aller loin. Enfin, et la question de la peur, qui me semble quelque chose qui est peut-être un point aveugle des études narratologiques, du rapport au récit.
Oui, non, je suis complètement d'accord. Le seul truc, c'est que je crois qu'il faut prendre garde. Enfin, moi, dès que j'entends il faudrait des récits comme ça, oui. Voilà, moi je lève le pied, parce que, bon, les récits ils mènent leur vie. Mais Sonny Laboutancy, je suis complètement d'accord avec vous, c'était un membre du Parlement des écrivains qu'on adorait. Ouais. En fait, je me demandais juste quelle est l'origine des mots contre-narration et contre-récit, s'il y en a. L'origine du mot. D'où Je crois pas avoir été le premier à l'employer, mais en tout cas, je sais que quand je l'ai employé à la conclusion, en écrivant la conclusion de Storytelling, après un marathon d'écriture sous le fouet de François Gèze, qui voulait absolument le sortir, j'ai ressenti le besoin de donner au lecteur une bonne tape sur l'épaule et de dire c'est pas si grave, on peut faire autre chose, voilà, c'était tout. Et je suis tombé sur ce texte du cinéaste Lars von Trier, dont je venais de voir le film, lequel c'était déjà, Dogville, voilà. Qui était, voilà, du point de vue de la contre-narration, je trouve que c'est un magnifique film. Et c'est là, donc, ce petit manifeste formidable dans lequel il dit... ouais, c'est un texte très compliqué à comprendre, en fait. Hein. J'ai pas vraiment compris, mais... Donc j'avais mis 4 lignes, et puis François Gèze a dit non, on met tout. J'ai dit, mais c'est pas clair. Il me dit, ça fait rien. Voilà, alors je vous le lis comme ça. Nous sommes à la recherche d'une chose fictionnelle, non pas factuelle. La fiction étant limitée par notre imagination et les faits par notre perspicacité, la partie du monde que nous cherchons ne peut être cernée par une histoire ou approchée suivant un angle. Le sujet que nous cherchons se trouve dans la même réalité que celle qui inspire les faiseurs de fiction. C'est la réalité que les journalistes pensent décrire, mais ils ne parviennent pas à trouver ce sujet peu commun, car leur technique les aveugle. En fait, ils ne veulent pas le trouver, car ces techniques sont devenues le but en soi. Quand on découvre ou cherche une histoire, ou a fortiori un argument qui communique, on supprime cette histoire. Il suffit pour ce faire de mettre l'accent sur une simple régularité, réelle ou artificielle, ou présenter au monde une image puzzle dont les solutions ont été choisies à l'avance. L'histoire, l'argument, la révélation et la sensation nous ont dérobé ce sujet. Le reste du monde qu'il n'est pas si aisé de transmettre, mais sans lequel nous ne pouvons vivre. L'ennemi, c'est l'histoire. Mais tu t'es pas arrêté là. Judith avait une question qui serait peut-être la dernière, sauf si quelqu'un... Je laisse la parole. Encore une après la sienne. Alors moi, c'est une question justement sur le... Qu'est-ce qui serait un récit acceptable? Enfin, la question du besoin anthropologique du récit, la question du besoin du récit comme construction de soi, c'est des choses dont je suis convaincue et je suis pas sûre. Enfin, je pense que vous êtes plutôt en désaccord là-dessus, mais vous avez cité de manière intéressante le film de Lars von Trier, Dogville. Alors que pour le coup, vous l'avez cité plutôt comme contre-récit. Oui. Alors que moi, j'en suis sortie avec une impression de manipulation terrible et avec un dénouement qui est quand même la vengeance hors tout cadre normatif, peut-être légal, c'est bien, mais en tout cas tout cadre légal, juridique. Et c'est un exemple que prend Jacques Rancière, parle de ce film pour illustrer le passage à un régime éthique, mais du coup qui rejoue une dichotomie, enfin un grand récit entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'on retomberait. Voilà. Enfin, ma question tient à qu'est-ce qui serait un contre-récit? Est-ce que c'est quelque chose qui récuse
l'ordonnancement du récit en général? C'est-à-dire, est-ce que vous discréditez le récit, y compris dans ce que on peut tirer du récit comme forme de médiation, de construction d'un savoir sur le monde, etc. Ou alors, est-ce qu'il resterait ce que Marie-Jeanne Zenetti a identifié comme les factographies, c'est-à-dire quelque chose qui déjoue complètement... vous voyez la trame. Très bien. Écoutez, il y a deux débats dans votre question, en fait. Hein. Le premier, sur lequel je passerai très vite, c'est au fond, vous argumentez, et vous n'êtes pas la seule, en faveur d'une sorte du rôle anthropologique du récit, la construction narrative de l'individu. On y va. Non, mais ça marche. Moi, je vous renverrai juste au texte de Strawson, Against Narrativity, qui est, moi, je trouve, enfin, ça vaut le coup d'avoir ce débat avec lui. Je trouve, il n'est pas du tout passé dans le débat français. C'est-à-dire, c'est devenu une évidence depuis Piaget que les individus se construisent dans une histoire. Alors moi, je trouve qu'en plus, ça se renforce de plus en plus. Et comme ça coïncide avec tout le reste, j'ai un peu de soupçon là-dessus, parce qu'évidemment, Brunner est cité par tous les storytellers américains. Voilà. Mais je ne me prononce pas là-dessus, parce que moi, dans ce débat, dans cette histoire, ce qui m'intéresse, c'est l'enjeu artistique. C'est même pas l'enjeu politique, c'est l'enjeu artistique. Donc, comme je ne suis pas anthropologue ni psychologue, je me dis, bon, ben, s'il faut une histoire. Mais si j'en juge de ma propre expérience, qui commence quand même à peser, je suis de moins en moins convaincu par le fait que toutes ces formules qui sont devenues des clichés à force d'être répétées, de la construction narrative de l'identité, du fait qu'on trouve du sens à travers une histoire, et blablabla, blablabla, etc. Moi, je pense que quand même, une grande partie de l'expérience qu'on peut avoir dans la vie, ça ne correspond pas du tout à une histoire. Que nos histoires, justement, c'est ce que j'avais trouvé formidable, d'ailleurs, dans le premier livre de Barack Obama, qui lui aussi est un sacré storyteller. Mais quand il parlait, vous voyez, des signes d'identité, les cheveux crépus, la couleur de la peau, le père absent, il disait qu'au fond, il s'était construit en déconstruisant les histoires qu'on lui avait imposées pendant son enfance. En comprenant que finalement, il était ni noir ni blanc, que ses cheveux ne seraient jamais ceux de Frank Sinatra, que voilà. Et c'est ça. Moi, j'ai plutôt cette impression que on se construit effectivement des fictions. Mais là, il faudrait rentrer dans le débat. Vous l'avez évoqué un peu ce matin. Il y a les premières pages, je signale à ceux qui ne les connaissent pas, de l'image Temps, je crois, de Deleuze, sur les fictions du pouvoir et la fabulation des minorités, sans que minorité prenne un sens forcément sociologique. Hein. Mais là, il y a des distinctions, c'est à propos des documentaristes québécois. Vous voyez, quand on dit raconter une histoire, on trimballe tout à la fois. On travaille la fiction du pouvoir, on trimballe la fabulation, le pouvoir des légendes, le récit collectif, etc. Donc, moi, je préfère parler alors pour répondre à la deuxième question, ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'était pas très compliqué, en fait. Hein. Peut-être je devrais rappeler ça. C'est une découverte que j'ai faite en arrivant au mois de janvier 2001 à Cornell University pour signer une convention ville-refuge qui a fonctionné d'ailleurs pendant plusieurs années. Le doyen de l'Université des Lettres m'invite chez lui avec sa femme charmante qui a traduit toute la French Theory. Et sur la table, il y avait le Chronicle of Higher Education et à l'écran, il y avait George Bush, qui faisait son premier discours où il présentait son cabinet ministériel. Et on l'entend tous dire « Nous avons tous une histoire, et cette histoire raconte ce que l'Amérique peut et doit être ».
et se tournant vers Colin Powell, A Great American Story, son secrétaire d'État au commerce, I Love History, bref. Et on s'est amusé à compter. Dans un discours de quelques minutes, il avait dit, je ne sais plus, 15 fois le mot story. Donc on a commencé à rigoler en disant, tiens, si Bart était là, il se marrerait bien de voir que son truc... bon, voilà. Et... Sauf que je suis rentré à l'hôtel avec le numéro que j'avais piqué c'était un double article d'un narratologue anglais, spécialiste de droit, qui s'appelait Stories Abounding. Et c'était un article dans lequel il disait, moi je suis vraiment étonné, mes collègues ne regardent plus les infos, ils suivent West Wing. C'était à l'époque la série politique favorite des Américains. Et puis, il parlait vaguement un peu de management, de storytelling management, etc. Voilà. Et puis, je suis rentré à Paris et je me suis mis à travailler là-dessus, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait là-dessous. Et j'ai découvert un continent, vraiment. Parce que c'était... je manquais pas d'occurrences ni de références. C'était un amoncellement de choses. Et le plus gros travail, c'était d'arranger tout ça. Mais, vous voyez, l'histoire est quand même bizarre de ce livre, parce que moi, je ne voulais pas l'appeler comme ça. Enfin, je voulais l'appeler storytelling, pour bien signaler que c'était une dénotation. Ça ne voulait rien dire, ça voulait dire et puis autre chose. Hein, tout le travail du livre était dans ce... Vous savez, comme des images qu'on a enfant, quand on les bouge, là, il y a une figure et elle change. Comment tu appelles ça? Hein? Voilà. Et puis, bon, l'éditeur a tenu à ajouter la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Alors, formater les esprits, j'étais pas d'accord, parce que je trouvais que c'était trop comme ça, trop vertical. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une guerre des récits horizontale. C'est cette polémologie qu'il faut analyser, mais pas l'idée qu'on a un lecteur à la base qui gobe toutes les histoires qu'on lui raconte et un pouvoir qui manipule, c'est très réducteur. Et puis, il y a quelques formulations dans le livre où j'étais un peu fatigué, que j'ai laissé passer de l'éditeur, qui ont un peu ce qui explique quand même l'idée que ça a été pris soit comme un manuel, soit comme une dénonciation, un nouveau livre sur la propagande. C'est la deuxième réduction qui a été faite. Voilà. Mais je vais dire un dernier mot peut-être pour répondre encore plus précisément. Donc en faisant ça, mon travail, c'était un travail de décryptage, quoi. Hein. J'ai passé la sonde un peu partout dans les univers discursifs, et chaque fois, boum, ça sonnait, le storytelling, voilà. Mais globalement, il y a une différence quand même pas très compliquée quand on dit le récit, si on veut le prendre dans sa dimension anthropologique. Le récit, à l'origine, c'est le seul moyen que les humains ont découvert pour se transmettre les leçons de l'expérience. Là, je m'appuie sur l'autorité de Benjamin. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même un schéma de transmission où l'expérience précède le récit. Le récit, en l'absence de technique d'écriture ou d'enregistrement, eh bien le récit est ce dispositif élémentaire avec quelques règles de prosodie qui permet de retenir et de transmettre les leçons de l'expérience. Et de transmettre avec des variations, etc. Là, on voit bien que dans le storytelling stratégique, c'est tout le contraire. C'est pas le récit qui précède l'expérience, c'est l'expérience qui prétend imposer. C'est le récit, qui prétend tracer l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le management. C'est-à-dire qu'on a une inversion du dispositif où ce n'est plus le récit qui enregistre non seulement les leçons, ça c'est la formule de Benjamin, mais les apories, les obscurités, les zones d'ombre, tout ce qu'on voudra, le Proust et compagnie. Là, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que vous avez un dispositif comportemental qui est considéré comme l'objectif à atteindre, et non pas des ressources, comme Ricoeur parle de ressources narratives des individus. Moi, je trouve pas ça formidable, parce que, il dit, il faut faire attention, parce que les ressources narratives des individus sont utilisées par des appareils de pouvoir de plus en plus puissants, et les individus résistent pas forcément. Mais moi, je pense que le modèle, plus que la ressource, c'est le modèle du script. Hein. C'est le modèle des séries comment ça s'appelle,
Love Story et compagnie. C'est-à-dire que on vous présente des gens comme ça, et on est tous des acteurs de Love Story aujourd'hui. Avec des scénaristes sur le toit qui simplement travaillent des engrenages, vous proposent le choix entre Hollande et Sarkozy, entre Pepsi et Coca. Mais ça encore, c'est pas très grave, sauf que Pepsi est une légende et Coca en est une autre, quoi. Et donc, moi je constate avec les étudiants beaucoup le fait que, puis avec mes propres enfants qui grandissent, le truc, c'est le look, quoi. C'est quel genre de look j'ai, quoi. Qu'est-ce que je suis dans la vie, comment je me comporte, le slim, pas le slim, mais aux côtés de, enfin, associé à chaque, c'est ça les objets connectés, les smart, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pas pleins de data, ils sont pleins de récits. Donc, si vous voulez, c'est un peu la formule que j'avais adoptée à propos d'une publicité, puis je m'arrête là, parce qu'on a tous faim. Une publicité de la Fiat 500, qui est regardez sur Internet, on la trouve très facilement. C'est une petite vidéo très belle, qui commence avec le petit gamin qui est dans le film Cinéma Paradiso. Et il y a un texte qui se déroule en disant « Notre vie est faite de connexions, de gens, d'histoire, quoi, en gros. » Et il n'y a pas une voiture Fiat là-dedans, hein, ça dure 5 minutes. Le texte du film a été écrit par Serge July en France, en Italie c'est un autre journaliste, et on voit passer toutes les images qui ont alimenté notre imaginaire, notre actualité depuis la création de la Fiat 500, puisque c'est la nouvelle Fiat 500. Donc il y a mai 68, il y a Solidarność, il y a un acte terroriste, etc. Et ce qui est dit à travers ces images, à chaque fois le texte accompagne les images en disant, et au fond, cette histoire nous dit ce qu'il faut être et ce qu'il ne faut pas être, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est désirable et ce qui n'est pas désirable, etc. Et à la fin, le mot d'ordre, le slogan, c'est « Fiat, c'est aussi votre histoire ». Ouais, je trouvais ça formidable, cette incorporation vraiment de l'individu, parce que moi aussi, mon père avait une Fiat 500 quand j'avais 5 ans. Voilà, donc on entre là-dedans. Mais le plus beau, c'était, et je termine là-dessus, ils ont fait un site internet avec toutes sortes de zones de jeux dans lesquelles on pouvait, à travers des photos personnelles postées, se transformer en instrument de la machine, c'est-à-dire qu'une couette de jeune fille photographiée de profil pouvait, à travers un logiciel de morphing, se transformer en un capot ouvert, des dents, un appareil dentaire d'une jeune adolescente à travers le morphing devenait une comment ça s'appelle le truc qu'il y a devant la voiture là. Hein? Oui, etc. Mais le plus beau, c'était une proposition qui était faite aux femmes, un jeu dans lequel elles pouvaient programmer l'enfant qu'elles voulaient pour la date de lancement de la Fiat. Et j'ai jamais vu une chose aussi belle. On voyait donc, il y avait l'image d'une échographie. Vous savez, dans le cône de l'échographie, il n'y avait pas un bébé en formation, il y avait une petite Fiat 500. Et donc je dis toujours, quand les altermondialistes protestaient en disant « nos vies ne sont pas à vendre », eh bien, ces gens-là, les managers, les marketeurs, qui sont au fond des écrivains ratés et désespérés, parce que ça, ils le disent tous, disent bien sûr que vos vies ne sont pas à vendre, ce sont nos produits qui sont à vivre. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup de votre présence.